Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Et concernant YouTube, je tiens à signaler que YouTube me fait une petite censure et cache plus ou moins mes vidéos. Donc partagez, je compte sur vous, bien sûr. Je parle de ceux qui apprécient ma chaîne, bien entendu. Donc pour cela, partagez afin que l'information circule mieux et bien sûr que la chaîne puisse décoller. Merci encore à tous pour vos efforts. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 6 juillet 2024 avec comme titre principal eh bien, on a Zelensky contre toute attente et à l'étonnement du monde entier qui cherche à négocier avec la Russie le plus rapidement possible. Tiens. Alors en lisant les articles, on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, les pertes ukrainiennes, dont certains parlaient de 600 000 par exemple concernant le colonel McGregor, qui lui parle de 600 000 morts, je dis bien morts, c'est selon le constat du fameux colonel McGregor. Donc, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais en tous les cas, c'est des chiffres qui sont de plus en plus repris par des instituts du monde, principalement indiennes, et qui reprennent les termes du colonel McGregor. Maintenant, encore une fois, nulle preuve quant à tous ces morts, mais en attendant, on a Zelensky qui, je le répète, demande à négocier urgemment avec la Russie. Alors, dans le point sur l'Ukraine de la semaine dernière, je vous ai montré une vidéo de Zelensky qui était alarmé par le nombre de blessés et de morts en Ukraine et il ajoutait que la guerre devait cesser très rapidement. Et ça, je vous l'avais montré. Hein, je vous ai montré cet extrait télévisuel de Zelensky qui le disait lui-même. Et là, cette semaine, on a tout d'un coup cette annonce télévisuelle, elle aussi, qui quand même corroborerait donc les dires du colonel McGregor. Avait-il raison finalement pour que Zelensky commence à lâcher un morceau qu'on jamais on n'aurait pu penser qu'il allait lâcher, c'est-à-dire des négociations avec Vladimir Poutine? Et oui, n'oublions pas qu'il avait fait un décret il y a de cela plus d'un an qui l'interdisait de négocier avec Vladimir Poutine. Et pourtant, là, c'est mis sur la table. Alors, ce n'est pas une très grande surprise dans le sens que la semaine dernière, non seulement je vous ai montré la vidéo de Zelensky, mais en plus de cela, Zelensky avait annoncé que d'ici très peu de temps, un mois, 2 mois peut-être, il allait essayer de faire un nouveau sommet de la paix en Arabie Saoudite, où cette fois la Russie serait invitée. Donc déjà la semaine dernière, je vous avais donné des indices comme quoi l'Ukraine était prête à négocier. Alors n'oublions pas aussi que Viktor Orban a été à Kiev justement pour lui dire cela. Alors moi, d'après les rapports ukrainiens que j'ai lus, Orban ne lui aurait pas dit de négocier, il lui aurait dit de se rendre. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas, mais moi c'est ce que j'ai lu. En tous les cas, bref, nul étonnement sur le fait que Zelensky soit en état de panique et maintenant carrément fait un virage à 180 degrés pour vouloir négocier avec la Russie. N'oublions pas ces quelques faits. D'abord, énorme crise énergétique en Ukraine, avec une infrastructure électrique qui est perpétuellement attaquée, que ce soit par des drones, des bombes planantes ou des missiles, c'est extrêmement grave. La crise énergétique en Ukraine n'a rien à voir avec la nôtre. Et comme je le dis perpétuellement, on ne fait pas une guerre qu'avec des groupes électrogènes. Alors certes, la France vient d'annoncer qu'elle enverrait 41 groupes électrogènes à l'Ukraine. Bien évidemment, ça ne changera rien.
Ça aidera certainement en tous les cas un peu la population ukrainienne, ça c'est sûr, mais ça n'aidera en rien concernant le militaire, absolument rien. Et comme je le dis toutes les semaines, on ne fait pas une guerre qu'avec des groupes électrogènes. Et là, c'est quasiment le cas. C'est quasiment le cas, j'exagère à peine. Donc il y a ça, il y a le fait que la Russie avance toutes les semaines la Russie prend des nouveaux villages, des nouvelles petites villes, chaque semaine, chaque semaine. Donc au bout d'un moment, évidemment, ça devient extrêmement grave militairement. Surtout que l'Ukraine a abandonné l'idée de construire des lignes de défense. Ça devenait beaucoup trop difficile. Plus aucun entrepreneur, plus aucune société ne voulait construire des lignes de défense car c'était bien trop dangereux. Même si Kiev, des fois, triplait le paiement, quadruplait même le paiement, le problème, c'est qu'il y a peu de temps, des ouvriers sont morts, ceux qui ont accepté de gros salaires, eh ben, quelques-uns sont morts, ça s'est su à la vitesse de l'éclair, et maintenant, il n'y a plus personne ne veut construire des lignes de défense. Ça devait être fait au nord de Kharkov, au final, ça a été abandonné. Alors, bon, est-ce que ça a été complètement abandonné? Je ne le sais pas, mais moi, les rapports ukrainiens que j'ai lus, c'était que, bon, ils avaient laissé tomber, que Kiev avait laissé tomber. Complètement ou pas, je ne le sais pas. Bref, donc, il faut prendre en compte tout ça. Aucune ligne de défense, pas de soutien aérien, des F-16 qui, nous le verrons, apparemment vont être retardés suite aux bombardements d'aérodromes ukrainiens qui ont fait énormément de dégâts. Ah oui, là, tout dernièrement, en 3 jours, on a 5 Sukhoi 27 qui ont été détruits, 2 qui étaient en réparation, qui ont été endommagés, fortement endommagés, un MiG-29 et un Sukhoi 25. Donc ce sont des pertes énormes, et cela en 3 jours. Donc c'est extrêmement grave pour l'Ukraine parce que le peu qu'elle avait, c'était très précieux pour l'Ukraine. Donc là vient d'avoir une grosse perte. Et ajouter à cela les pertes humaines, les problèmes de recrutement gigantesques en Ukraine, bref, les malheurs s'empilent et n'en finissent plus. Donc on peut comprendre que Zelensky, à un moment donné, se prenne en pleine face le mur des réalités et décider de changer d'avis quant aux négociations avec la Russie. Nul étonnement en réalité. Sans compter que Orban est venu le voir apparemment pour lui dire de se rendre, donc ça a dû jouer un petit peu aussi. Mais bon, là on n'a pas de preuves, on ne le sait pas. Bref, en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire en introduction. Comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Vous avez les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Commençons. Alors, on va commencer avec l'article de Radio-Canada qui nous dit « Guerre en Ukraine, Zelensky maintenant ouvert à des pourparlers avec la Russie ». Donc du fait de tout ce que je vous ai dit précédemment. Alors là, voici une vidéo de LCI, on va juste regarder un extrait qui nous dit que Zelensky veut négocier urgemment. Voyons cela. La paix en Ukraine, évidemment, on ose à peine y croire tant l'hypothèse semble lointaine, voire impossible en l'état actuel des choses. Pourtant, Volodymyr Zelensky, il se dit plus prêt que jamais à négocier, plus déterminé à mettre fin à cette guerre dans son pays. Guerre quand même déclenchée par la Russie, rappelons-le. Mais pour ce faire, on ne parle pas d'armes, mais bien de diplomatie. C'est le point sur lequel veut inciter le président ukrainien. Aujourd'hui, nous travaillons sur 3 plans, des plans détaillés, énergie, sécurité alimentaire et échange. Et je suis sûr que nous résoudrons ces questions. Au moins, nous préparerons un plan détaillé. Cela se fera dans un avenir proche. Nous développerons également tous les autres points de la formule de paix. Il est très important pour nous de préparer puis de présenter un plan pour mettre fin à la guerre qui sera soutenu par la majorité du monde. C'est la voie diplomatique sur laquelle nous travaillons. Un plan soutenu par la majorité du monde, mais
pas la Russie en l'état actuel des choses. Ça va être compliqué de convaincre la Russie de quelque paix que ce soit. Donc là, on va regarder un reportage de Die Welt, le grand journal allemand, qui a décidé de mettre en titre les dires d'un soldat ukrainien. Et que dit ce soldat ukrainien? Citation: le souci, c'est qu'il nous brûle comme chair à canon au front. Et là, quand on lit l'article, on peut lire: dans les prisons comme ici dans la région de Kiev, l'armée ukrainienne recrute depuis mai des combattants volontaires pour le front. Le manque de soldats est existentiel pour l'Ukraine, alors que la mobilisation ne répond pas aux besoins, et oui, les fameux problèmes de recrutement. L'armée recrute désormais dans les prisons. Les prisonniers servent un objectif précis. Beaucoup de gens se demandent ce que vaut la liberté. Bah, moi, je suis étonné parce que quand on lit tout l'article, eh bien, c'est dit de manière très neutre. Bon, bah, l'Ukraine recrute dans les prisons, voilà, c'est bien, bonne idée. Comme ils n'arrivent pas à faire autrement, bah, il faut bien recruter quelque part. Bah oui, mais souvenez-vous quand Wagner recrutait à tour de bras pour se battre à Bakhmout, l'Ukraine disait que c'était des barbares, que les Russes étaient des barbares de faire ça. L'Occident reprenait en cœur. L'Occident disait c'est des barbares. Et encore, à cette époque-là, c'est Wagner, une entreprise privée, entre guillemets, qui recrutait à tour de bras dans les prisons. C'était pas l'armée régulière russe. Là, c'est l'armée régulière ukrainienne qui recrute directement. C'est pas une entreprise privée comme par exemple Blackwater, qui est l'entreprise privée américaine en Ukraine, donc des mercenaires américains qui sont en réalité des anciens soldats américains. Bref, là c'est l'armée régulière qui recrute directement. Bon, vous allez me dire, certes, maintenant l'armée russe, ça recrute aussi dans les prisons, mais les recrutements dans les prisons n'ont rien à voir avec ceux de Wagner. Wagner prenait n'importe qui, ou presque, dans les prisons, à part les handicapés physiques. Alors que l'armée russe, certes, là aussi recrute dans les prisons, mais de manière extrêmement stricte. Donc oui, j'ai vu qu'effectivement, l'armée russe régulière recrutait maintenant dans les prisons, mais c'est un fait très nouveau, qui date que de 2 ou 3 mois, et le recrutement est très strict. Là, quand on lit l'article de Die Welt, ils prennent n'importe qui. N'importe qui, exactement comme a fait Wagner. Ils font la même méthode. Mais ça passe, là, il n'y a pas des cris d'orfraie de la part de Kiev, bien évidemment, mais ni des médias occidentaux. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Donc déjà, on note le deux poids, deux mesures. Et pourquoi ils ont mis ce titre qui est très percutant quand même? Bah, c'est parce que l'Ukraine fait comme elle l'a fait d'habitude, même avec les recrutements normaux. C'est-à-dire, en réalité, elle recrute et elle les envoie dans des vannes qui vont directement sur le front. Et d'ailleurs, ça a été dit il n'y a pas plus tard que 3 semaines, où je vous avais montré les titres de grands médias occidentaux, où les officiers ukrainiens se plaignaient de devoir apprendre à comment démonter un fusil, utiliser un fusil, bref, la base de la base. Et ils s'en plaignaient officiellement. Et je vous avais montré les articles. Donc là, dans les articles que je vous avais montrés qui venaient du Washington Post, il y a de cela 3 semaines, on vous disait, ah, vraiment, ils ne savent rien quand ils nous les envoient sur le front, donc nous, on doit les former comme ça à brûle-pourpoint. Alors, sauf que là, évidemment, le soldat l'a dit la vérité. Vous vous doutez bien que quand ils sont envoyés sur le front, bah, ils sont pas formés, ils sont formés sur le tard, tout simplement. Donc, voilà. Et là, bah, c'est dit à nouveau, sauf que là, c'est dit par Die Welt. Donc, ils sont envoyés comme chair à canon, effectivement, parce qu'ils n'ont pas le temps de les former. C'est ça le problème. Des fois, ils n'ont pas les équipements, ou des fois, ils n'ont pas le temps. Parce que le temps presse, ils n'ont pas 1 semaine, ils n'ont pas 2 semaines. Parce que former des soldats, ça veut dire avoir des formateurs. Et ça veut dire que ces formateurs, eux, ne peuvent pas aller se battre.
Et ils ont trop besoin de gens compétents sur le front. Donc, ils n'ont pas le temps. Donc, ils sont formés pendant qu'ils combattent. Voilà. Et ça, c'est la vérité. Ça a toujours été en Ukraine depuis très très longtemps. Peut-être pas les 6 premiers mois de la guerre. Quand même pas. Mais après, oui. Moi, j'avais déjà vu des rapports ukrainiens comme cela. Donc, vous voyez, ça commence à sortir. Là, il y a 3 semaines dans le Washington Post. Et là, maintenant, de manière beaucoup plus brutale, dans Die Welt. Voilà, c'était à souligner. Alors là, on va regarder un petit extrait. Malheureusement, c'est sous-titré en russe et il parle en anglais. C'est un petit extrait du fameux colonel McGregor, dont je vous parle presque tout le temps, qui est une voix très très importante et qui là a déclaré que ses sources européennes lui ont dit que l'Ukraine compte désormais plus de 600 000 morts, avec plus d'1 million de victimes au total. Donc 1 million, c'est les morts et les blessés, d'après le colonel McGregor. Alors évidemment, ça c'est selon ses sources. Alors le fait que là, ce soit des sources européennes, c'est assez nouveau, puisque d'habitude, le colonel McGregor donne des sources du Pentagone. Donc là, c'est des sources européennes d'après ce qu'il dit. Alors maintenant, voilà, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, s'il exagère, etc. Mais lui, il dit plus de 600 000 morts et en tout plus d'1 million de victimes, en comptant les morts et les blessés. Et il dit côté russe, entre 50 000 et 63 000 morts. Alors quand on écoute l'interview, en fait c'est 50 000 morts d'après lui côté russe, de l'armée régulière russe, et si on compte les Tchétchènes de Kadyrov et les milices de Lugansk et de Donetsk, mais qui maintenant ont été intégrés depuis longtemps dans l'armée régulière russe, officiellement tout du moins, on atteint les 63 000 morts côté russe, en tout et pour tout, d'après lui. Donc on va regarder quelques secondes cette interview. Ukrainian side, I'm reliably told that it's now probably 600,000 Ukrainian dead soldiers, over 1 million casualties. And remember that they haven't had the effective medical evacuation and treatment that exists on the Russian side. Okay. The Russians have had probably 50,000 dead, although some claim less, some claim more. I would certainly say 50,000. You might come up with numbers for 55 to 60,000, particularly if you look at the Donetsk and Luhansk militias and perhaps Kadyrov's Chechen forces. It might go to 60, 63,000. But, you know, the difference is profound. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les dires du colonel McGregor quant au nombre de morts ukrainiens et russes. Alors ce que je vous ai pas traduit, c'est qu'il a ajouté dans son entretien que la logistique concernant le traitement des blessés côté ukrainien, évidemment, était très faible, alors qu'il est très bon côté russe. Et enfin, ses tout derniers mots, c'est de dire qu'il y a une énorme différence entre le nombre de morts ukrainiens et le nombre de morts russes. Et cela, il voulait le souligner. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Là, on va regarder un article de l'ISW qui m'a fait beaucoup rire. Alors en fait, je ne suis pas très étonné, mais quand même, là, ils ont été très loin dans le ridicule. Bon, je rappelle vite fait que l'ISW a été créé en réalité par Victoria Nuland, celle-là même qui a fait le coup d'État américain à Kiev en 2014 pour virer Yanukovych, qui était, d'après elle, beaucoup trop pro-russe. Donc voilà, je rappelle ça comme ça. Alors l'ISW n'est pas directement géré par Victoria Nuland, mais par la famille Nuland. Et là, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait beaucoup rigoler? Regardons ça. Eux, ils disent « La théorie de la victoire du président russe Vladimir Poutine, selon laquelle la Russie sera en mesure de faire des avancées rampantes en Ukraine indéfiniment, incite probablement Poutine à prolonger la guerre et à renforcer son engagement à détruire l'État ukrainien. » L'ISW se réveille et vient de découvrir que la Russie fait une guerre d'attrition. L'ISW, 2 ans après, se réveille
Moi, ça fait 2 ans que je vous dis que la Russie fait une guerre d'attrition, et ça a commencé par le génial général Sourovikine, qui remplaçait le général Lapine, et depuis, le général Sourovikine avait décidé de faire une guerre d'attrition et de construire les fameuses lignes de défense dans le sud de l'Ukraine, dans le sud-est, que l'on a appelé ensuite ligne de Sourovikine, et que on a appelé dans le monde entier comme les lignes de défense les meilleures de tous les temps. Et je dis bien les meilleures de tous les temps. Ça avait été repris par le Washington Post. Voilà, et ça permettait d'expliquer le fait que l'Ukraine ait échoué dans sa grande offensive d'été. Voilà, donc fallait dire que c'était à cause des terribles lignes de Sourovikine. Voilà, et non pas de l'incurie totale de la grande offensive ukrainienne. Voilà. Donc là, l'ISW se réveille en découvrant que la Russie fait une guerre d'attrition. Encore une fois, moi, ça fait 2 ans que je vous le dis. Mais l'ISW, il se réveille que maintenant. C'était assez risible. Là, on va regarder un article de Reuters sur la fameuse attaque russe concernant un aérodrome qui a fait tant de mal à l'aviation ukrainienne alors qu'elle n'avait déjà que peu d'avions disponibles. La Russie annonce avoir détruit 5 chasseurs à réaction ukrainiens Sukhoi-27 sur un aérodrome. Donc ça a été fait par des missiles Iskander-M. Il y en a 2 autres qui ont été endommagés, toujours des Sukhoi-27, sur l'aérodrome de Mirgorod dans l'oblast de Poltava au centre de l'Ukraine. L'Ukraine a affirmé qu'une frappe avait lieu sur l'aérodrome mais que la Russie exagérait les dégâts causés. L'Ukraine n'a pas précisé les dégâts exacts. Le ministère russe de la Défense a publié des images de l'attaque montrant de la fumée et des flammes s'élevant d'un aérodrome. Il n'a pas précisé quand l'attaque a eu lieu. À la suite de la frappe russe, 5 chasseurs polyvalents Sukhoi-27 en activité ont été détruits et 2 ont été endommagés. Voilà, bon, alors ça c'est ce que dit Reuters. On va regarder un autre article qui est un peu plus détaillé de Forbes. Là, voici un article de Forbes pour le 3e jour consécutif. Des roquettes russes, mais en fait c'est des missiles russes, ont frappé un aérodrome ukrainien, touchant des avions inestimables. Les Ukrainiens ne peuvent pas protéger leurs bases les plus vulnérables. Là, vous voyez un MiG-29. Pour le 3e jour consécutif, un drone russe a survolé sans encombre une base aérienne ukrainienne. Après une période de surveillance prolongée, 1 heure environ dans ce cas, des missiles russes ont filé sur la base, détruisant probablement au moins un précieux avion de guerre ukrainien. La crise de la défense aérienne de l'armée de l'air ukrainienne s'aggrave. Tant que l'armée de l'air ne parviendra pas à abattre les drones russes qui survolent ses bases, elle continuera probablement à perdre des avions de combat qu'elle ne pourra pas remplacer facilement. Le rythme soutenu des raids aériens devrait affoler les commandants ukrainiens. Lundi, un drone russe a repéré 6 chasseurs Sukhoi-27 de l'armée de l'air ukrainienne, stationnés en plein jour sur le tarmac de la base aérienne de Mirgorod, dans le nord de l'Ukraine, à 160 km de la frontière avec la Russie. Un missile balistique russe Iskander a frappé, détruisant 2 dépressions chasseurs supersoniques. Ça, c'est une fausse information, hein. On l'a vu dans Reuters, c'est 5 avions qui ont été détruits et 2 autres endommagés. Donc 7 touchés, dont 5 détruits. Et non pas 2 détruits. Mais fallait bien que Forbes, étant Forbes, minimise et fasse un peu de désinformation. On va leur pardonner. Hier, quelque chose de similaire s'est produit. Un drone russe a survolé la base aérienne ukrainienne de Poltava, juste à l'est de Mirgorod, à 160 km de la frontière. Après des heures de surveillance, un missile Iskander a frappé, endommageant, voire détruisant, un hélicoptère de combat Mi-24 de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, les Russes ont pris pour cible la base aérienne de Dolgitsevo, près de Kryvyi, à seulement 72 km de la ligne de front dans le sud de l'Ukraine. Un drone a balayé la base
et 3 missiles des Iskander apparemment sont abattus sur elle. Donc là, on nous montre qu'un Sukhoi 25 qui était un petit peu sous abri contre des Lancet a été touché aussi. Donc il y a une petite vidéo et quelques images. Les captures d'écran des drones russes semblent confirmer la destruction de 2 cellules. L'une, un avion d'attaque Sukhoi 25 non volant, l'autre, un chasseur Mikoyan MiG-29 opérationnel. Nous pouvons supposer que le Sukhoi 25 était un leurre car il correspondait au profil d'un autre Sukhoi 25 leurre que les Russes avaient frappé à Dolgin-Sevo en novembre, lors d'une précédente série de frappes des bases aériennes ukrainiennes qui avaient détruit 2 MiG-29 et un Sukhoi 25 opérationnel. On se rassure comme on peut, hein. Il suppose, hein, faut espérer que c'était un leurre. Voilà. Au total, depuis l'automne, les raids russes sur les aérodromes ukrainiens ont détruit 2 Sukhoi 27. Alors c'est faux, comme on l'a vu avec l'article de Reuters et ce qu'a dit le Kremlin. C'est 5 Sukhoi 27, dont 2 qui ont été abîmés, 2 qui étaient en réparation et qui ont été abîmés. Donc vous voyez, petite désinformation, 2 Sukhoi 27, on peut supposer que c'était un leurre, vous voyez, etc. 3 MiG-29, un Sukhoi 25 et peut-être le Mi-25. Bon, précédemment, on nous disait que qu'il était certainement détruit. Là, maintenant, peut-être. Bon, un hélicoptère de combat Mi-25. C'est un taux de perte insoutenable pour une armée qui pourrait disposer de moins de 100 avions de combat opérationnels et d'une cinquantaine hélicoptères de combat. Je vous dis tout de suite, l'Ukraine, effectivement, dispose de beaucoup moins de 100 avions de combat. Moi, d'après les rapports russes que j'ai lus, il n'en aurait pas plus d'une trentaine. Voilà. Et ça, c'était avant ces coups de missiles Iskander-M. C'était avant. Là, les données que je vous dis, je les ai eues il y a plusieurs semaines. Voilà. Donc une trentaine. À peu près, il leur reste. De nouveaux appareils proviennent des alliés européens de l'Ukraine, dont 85 F-16 et peut-être une douzaine de Mirage 2000. Le problème, bien sûr, est que le F-16 et les Mirage seront également vulnérables aux frappes de drones et de missiles russes tant qu'ils seront stationnés à l'air libre en plein jour. Alors, faut pas trop se moquer des Ukrainiens parce que les Russes ont subi des dégâts d'avions aussi, bon, pas aussi importants que ce qu'a subi l'Ukraine, mais eux aussi ont eu des avions endommagés, voire détruits, par des drones. Pas par des missiles, mais par des drones. Là, c'est des attaques exclusivement faites avec des Iskander-M. Toutes ces attaques depuis 3 jours sur les 2 aérodromes. Donc, il y a eu 2 aérodromes touchés, en réalité, et les 2 aérodromes ont été touchés par des Iskander-M. Vous pouvez mettre des abris, en général c'est des abris en tôle ou des fils anti-drones, ça vous protège très peu, ça vous protège très très bien contre des drones, mais contre des missiles Iskander-M, bon, ça fait rien, hein. Le meilleur moyen c'est de mettre des leurres, c'est l'idéal, mais un leurre coûte très cher. Et un leurre ressemblant, c'est difficile d'en avoir. On n'en produit pas des tonnes et des tonnes, hein. À part les États-Unis, les Russes et la Chine, je connais pas d'autres pays qui peuvent produire des leurres dignes de ce nom en nombre. Voilà. L'Ukraine, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, n'a jamais eu de leurre. Je n'ai jamais vu dans des rapports ukrainiens ou russes qu'ils mettaient des leurres sur des tarmacs. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que j'en ai jamais vu. Alors, ça veut dire que s'ils en ont, ils doivent en avoir très peu. Donc là, ils ont eu des pertes absolument énormes. Donc, évidemment, on comprend maintenant Zelensky et son état de panique
qui voit sa flotte aérienne, le peu qu'il avait, se réduire comme peau de chagrin. Donc c'est très inquiétant pour Kiev, évidemment. Alors là, c'est un article qui peut être potentiellement extrêmement intéressant et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Là, donc, c'est un article de Forbes qui nous dit les avions les plus dangereux de Russie sont stationnés à ciel ouvert à une centaine de kilomètres de l'Ukraine. Mais Kiev a besoin de la permission de Washington pour les frapper. La base aérienne de Voronezh-Malchevo n'est pas encore sur la liste des cibles. Donc là, vous voyez des Sukhoi 34 sur la base aérienne de Voronezh-Malchevo. La base aérienne de Voronezh-Malchevo, dans le sud de la Russie, à 160 km de la frontière avec l'Ukraine, pourrait être la cible la plus importante et la plus vulnérable en Russie. Mais cela ne semble pas figurer sur la liste des cibles de l'Ukraine pour l'instant. Depuis la base, des chasseurs bombardiers Sukhoi 34 appartenant au 47e régiment d'aviation de bombardement de la garde de l'armée de l'air russe effectuent des sorties quotidiennes en lançant de puissantes bombes planantes sur les troupes et les civils ukrainiens à une distance de 40 km ou plus. Voilà, le carnage est stupéfiant. Il suffit de quelques minutes à un Sukhoi pour atteindre la zone de lancement près de la frontière et revenir à la base. Donc là, ils veulent dire que en fait, le Sukhoi envoie une bombe planante qui, bon, selon l'altitude, le vent et le poids de la bombe, en gros, une bombe planante de la FAB 500 à la FAB 1500, ça va de 50 km de distance par rapport au point de largage à 70 km maximum, toujours vis-à-vis du point de largage. Ça, encore une fois, ça dépend du poids de la bombe et de l'altitude à laquelle la bombe est larguée. Le grand nombre d'avions stationnés sur l'aérodrome permet le déploiement simultané de bombes, ce qui permet d'attaquer simultanément plusieurs cibles sur le territoire ukrainien. Les dizaines de Sukhoi 34 du régiment, qui représentent probablement environ la moitié de la flotte active des chasseurs bombardiers bimoteurs russes, stationnent régulièrement à l'air libre sur le tarmac de la base récemment rénovée. Ils sont à la portée de la meilleure arme de frappe en profondeur de l'Ukraine, c'est-à-dire les attaques MS américains. L'Ukraine pourrait potentiellement neutraliser toute la flotte opérationnelle stationnée sur son territoire si elle était autorisée à mener une telle frappe. À noter Front Intelligence Insight, voilà, qui est un centre d'analyse ukrainien. Et bon, bref, quand vous lisez ça, vous êtes surpris. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Et oui, parce que là, c'est comme si Forbes disait à la Russie, ah bah écoutez, là on vous prévient que votre base de Voronezh-Malchevo risque d'être frappée par des attaques MS, parce que, là, pour l'instant, l'Ukraine n'a pas le droit de frapper, mais votre base est vraiment parfaite, hein. Alors là, c'est sûr que si l'Ukraine peut attaquer avec des attaques MS, votre base de Voronezh, forcément, elle va être attaquée, ça c'est sûr. Donc c'est comme si on prévenait la Russie en avance. Donc forcément, la Russie va évacuer la base maintenant qu'elle a lu cet article. Alors certains pourront dire ah, c'est peut-être un message subtil de Washington à la Russie pour dire écoutez, on contrôle pas bien ce que font les Ukrainiens, on leur a interdit, mais pour éviter toute escalade, on vous prévient subtilement parce qu'on les contrôle pas très bien et ils pourraient faire n'importe quoi avec les attaques MS qu'on leur a données. Sauf que cette dernière supposition ne tient pas, puisque les Ukrainiens ne peuvent pas tirer des attaques MS tout seuls et ils ne peuvent pas rentrer les coordonnées tout seuls. Donc il y a un contrôle total des attaques MS par Washington. Donc quand un attaque MS frappe une cible, c'est qu'il y a eu l'accord de Washington. Exactement comme avec les obusiers César. Chaque obus tiré par les obusiers César, c'est avec l'aval du gouvernement français, pour information. Donc cette hypothèse ne tient pas. Donc je pense que c'est plutôt un avertissement de Washington pour éviter toute escalade, un avertissement subtil.
Ça peut être aussi un accident journalistique de Forbes qui dévoile des informations confidentielles militaires à la Russie sans le faire exprès, en disant que cette base-là est parfaite pour être attaquée par les Ukrainiens parce qu'il y a des dizaines de Sukhoi 34 sur cette base. Voilà. Donc il n'y a que ces deux options-là. Soit c'est un signe de Washington, subtil, soit c'est Forbes qui a fait une grosse erreur. Dans tous les cas, la Russie est gagnante. Hein. Dans tous les cas. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, côté front, toujours d'après Ukrainska Pravda, au 4 juillet, l'armée ukrainienne confirme son retrait du district de Canal à Chassivyar. Donc là, vous voyez une carte ukrainienne. Je vous rappelle donc qu'elle est pro-ukrainienne. Là, vous voyez, ils ont repris les 3 petites flèches. C'est marrant. Alors là, je le découvre. Ils ont pris les 3 petites flèches que je vous mets depuis déjà quelques semaines sur ma carte militaire. Donc ils ont bien représenté les forces russes, c'est-à-dire les Russes cherchent un encerclement. Et donc en réalité, ils sont à peu près là. Donc ils ont pris plus d'un bon tiers de Chassivyar. Chassivyar devait tomber, hein, il y a déjà 2 ou 3 mois de cela. LCI avait interviewé le commandant ukrainien de Chassivyar qui disait que Chassivyar allait bientôt tomber. Cela dit, Chassivyar a résisté plus que ne le pensait ce commandant ukrainien qui, je vous rappelle, commande Chassivyar. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis depuis des semaines, Chassivyar c'est un verrou tellement important, le plus important verrou du front. C'est un verrou le plus important du front, puisqu'il mène à Kramatorsk et juste au-dessus de Kramatorsk à Slaviansk. 2 grosses villes importantes. Donc, donc les forces russes veulent faire ce mouvement de troupes vers Kramatorsk qu'on ne voit pas ici. Donc Chassivyar très important, et là ça y est, Chassivyar vient de... alors non pas de tomber, hein, attention, hein, ça c'est un district qui est en gros vers le milieu, entre le milieu et la moitié est de Chassivyar à peu près. Hein, donc c'est un canal effectivement avec un cours d'eau et les Russes veulent s'adosser à ce cours d'eau. Bien entendu, Chassivyar va bientôt tomber et la retraite de ce district en dit très long sur ce qui va très bientôt se passer à Chassivyar. Alors, dans une semaine, dans 2 semaines, on ne sait pas quand Chassivyar tombera, mais là c'est un signe absolument énorme quand il y a une retraite. Ça veut dire au sein de la ville, ça veut dire que la ville va très bientôt tomber, bien entendu. Donc tout ce qu'on disait depuis des semaines, exactement comme je vous le disais, eh bien évidemment c'est toujours vrai comme à chaque fois. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien on a tout d'abord Zelensky qui veut négocier urgemment et c'est tout à fait normal. Tout est catastrophique en Ukraine. L'Ukraine qui va être bientôt en défaut de paiement. L'Ukraine qui n'a plus d'électricité due à une crise énergétique parce que l'infrastructure énergétique s'effondre complètement. Et comme je le dis à chaque fois, on ne peut pas faire une guerre qu'avec des groupes électrogènes. Ce n'est pas possible. Là, en plus, dernièrement, on a 2 aérodromes qui ont été touchés, qui ont détruit... un gros morceau de l'aviation ukrainienne. Donc tout ça va de mal en pis, même au niveau du peu d'avions de chasse qu'ils avaient. Donc tout ça s'ajoute. En plus, problème de recrutement récurrent, bien évidemment. Là, les Russes disent qu'ils font des records quant au nombre de morts chaque semaine sur le terrain. Donc là, les Russes disent qu'ils font environ 1800, voire plus de 2000 morts par jour. Morts et blessés, pardon. Donc morts et blessés par jour, ce qui est absolument un record. Alors évidemment, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. S'il y a tant de morts et blessés par jour côté ukrainien et si peu côté russe, ça ne peut pas durer. N'oublions pas encore une fois les problèmes de recrutement de l'armée ukrainienne. Donc tout ça est extrêmement inquiétant
Et à cela s'ajoutent bien d'autres facteurs, le fait aussi que les Ukrainiens en ont marre de cette guerre, puisque même eux au quotidien ne peuvent plus vivre tout simplement. Même à Kiev, ils n'ont plus que quelques heures d'électricité par jour. Et encore, on est en été. Quand l'hiver arrivera, cela va être infiniment pire. Alors évidemment, le peuple ukrainien en a marre en réalité, malgré ce que les médias disent. Donc oui, Zelensky veut négocier urgemment, et c'est d'autant plus urgent que rien ne va plus dans le gouvernement de Zelensky. Là, il vient de licencier son plus grand général, à l'exception du chef d'état-major. Il allait quand même pas licencier Sielski, même s'il le voudrait bien, parce qu'il a déjà publiquement dit qu'il était mécontent de Sierski. Mais comme il vient de virer, il y a quelques mois que Valéry Zaloujny a été viré, donc l'ancien chef d'état-major, il n'allait pas virer le nouveau chef d'état-major. Faut pas exagérer. Mais il a viré le général en chef qui s'occupe de la coordination de tous les corps d'armée. Terre, air, mer, etc. Donc évidemment, là c'est extrêmement grave. Et là en plus on a Zelensky qui dit je vais licencier le Premier ministre ukrainien. Non mais c'est la folie. C'est la folie. Donc il est en train de détruire son propre gouvernement alors qu'il est en pleine crise à tous les niveaux, économiques, militaires, diplomatiques, etc. Donc oui, il veut faire des négociations de paix. Bah oui, son pays se désagrège sous ses yeux. Et comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques minutes dans un article, à force de tirer sur l'élastique, l'élastique à un moment il casse, forcément. Donc là, sur le côté militaire, à force d'avoir des revers, dépôts de munitions détruits, dépôts d'essence détruits, et je dirais pas que c'est quotidien, mais presque. Aviation, le peu qu'il y avait détruit. L'armée russe qui avance quotidiennement. Une économie qui n'existe plus parce que l'Ukraine est sous perfusion et comme je vous l'avais déjà dit, ne remboursera jamais tout ce qu'elle doit rembourser. Donc c'est un pays qui est en perte. Et là, Zelensky maintenant se réveille et veut négocier avec la Russie, alors que l'année dernière, il a fait un décret qui lui interdisait de négocier avec Vladimir Poutine. Un décret. Donc là, oui, évidemment, mais la Russie, elle est de plus en plus puissante, même au niveau économique, et en plus avec la découverte éventuelle de 500 milliards de barils de pétrole potentiels, la Russie se sent presque tout puissante, j'ai envie de vous dire, qui peut l'arrêter? Elle a une alliance concrète, militaire, active, avec l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. Il y a peut-être l'Inde et la Turquie derrière, la Turquie qui joue double jeu, bien que j'en suis pas très sûr. Pour moi, la Turquie, étonnamment, s'éloigne de la Russie. Elle a donné des signes et que la Turquie se rapproche maintenant de l'OTAN, dérive plus vers l'OTAN. Mais bon, la Turquie joue en permanence un double jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est via la Turquie que la Russie reçoit des composants électroniques très importants. Donc il y a la Turquie qui joue un rôle très important, ainsi que l'Azerbaïdjan. C'est la Turquie vraiment arrête pas de jouer un double jeu et au bout d'un moment ça va être problématique pour la Turquie. Mais là je digresse, revenons à l'Ukraine. Donc l'Ukraine est en collapsus, en effondrement, et à l'image de l'élastique, eh bien, au bout d'un moment, que ça soit sur le plan militaire ou sur le plan économique, il y aura un effondrement brutal et soudain. Le Zelensky le voit bien, c'est une évidence. Ça fait 1 an et demi que je vous le dis. Donc au bout d'un moment, voilà. Là, on a Scholz qui dit que jamais il n'interviendra en Ukraine.
Les Américains ont dit et réitéré que jamais ils n'interviendraient en Ukraine. Macron commence à mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a que Jens Stoltenberg qui continue à dire qu'il y a 500 000 soldats prêts à affronter la Russie. On verra ce que Mark Rutte, son remplaçant, va dire. Mais à mon avis, ça va être la même chose. L'Union européenne, malgré tout, malgré des signes contradictoires, fonce vers toujours plus d'escalade. C'est ce qu'a promis Charles Michel et Ursula von der Leyen. Alors on peut dire que c'est quasiment signé dans le marbre. Et donc tout va de mal en pire. Alors maintenant, évidemment, l'Ukraine est perdue. La Russie est plus puissante que jamais au niveau diplomatique international en faisant toujours plus d'alliances. Là, on a un Viktor Orban qui a été voir Vladimir Poutine pour voir comment négocier la paix avec l'Ukraine. Alors évidemment, tout ça, c'est pour la montre. En fait, Viktor Orban a fait cela uniquement pour faire la nique à l'Union européenne, pour dire, regardez, moi je fais ce que je veux, et voilà ce qui va en être. Faut pas oublier que là, la Russie est en train de construire 2 nouvelles centrales nucléaires en Hongrie. Et là, en réalité, la Hongrie, qui a bien vu le vent tourner depuis longtemps, sait très bien qui va être le vainqueur, en réalité a été à Moscou pour signer des nouveaux traités commerciaux, bien évidemment, en même temps que faire la nique à l'Union européenne, comme je viens de vous le dire. Donc, et là, on a un Zelensky qui maintenant, ouvre un canal de négociation avec la Russie et veut l'inviter en Arabie Saoudite. Vous voyez un petit peu comment, malgré toutes les gesticulations médiatiques que l'on nous vend, malgré Ursula von der Leyen, Charles Michel, etc., malgré tout, le mur des réalités est là, il avance. On a une Russie plus puissante que jamais, avec des alliances plus énormes que jamais. Parce que on vous dit seulement l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, mais il y a des alliances qui se font avec l'Inde, avec le Vietnam, avec l'Indonésie, avec des pays africains, avec l'Algérie, le Venezuela, le Brésil. Eh oui, on ne vous parle pas de tous ces pays. J'en oublie, bien évidemment, je ne vais pas tous les citer. Mais vous voyez, la Russie est maintenant tout puissant, j'ai envie de vous dire. Je n'exagère pas. N'oublions pas tous les faits que je viens de vous dire. Et ils sont bien réels. Et bien sûr, on aurait tendance à les ignorer parce qu'on passerait pour pro-russe. Mais dans les faits, en étant parfaitement objectif, c'est la réalité du terrain. Donc, conclusion de tout cela, vous pensez que la Russie elle a envie de négocier avec l'Ukraine? Elle a toutes les cartes en main. La Russie va faire exactement ce qu'elle veut de l'Ukraine. Exactement ce qu'elle veut. Là, la Russie, si elle veut prendre toute l'Ukraine, elle prendra toute l'Ukraine. Ah, il y aura des cris d'orfraie de l'OTAN, mais l'OTAN est impuissante. Car les médias ne vous en parlent pas, mais il y a toujours une guerre israélo-palestinienne où l'OTAN, les États-Unis, pardon, doivent armer en priorité Israël. Bien entendu, Israël passera toujours en premier quoi qu'il arrive, mais en plus, on a la Chine et Taïwan. On l'oublie, la Chine et Taïwan, mais il y a des tensions de plus en plus grandes en Chine, entre la Chine et Taïwan. Il y a toujours des navires américains qui arrivent là-bas, autour de Taïwan. Il y a le Japon, les Philippines, l'Australie, la Corée du Sud, qui sont en train de renforcer leur axe militaire pour contrer la Chine. À Taïwan, on l'oublie, mais ça se renforce militairement. Et le vrai adversaire des États-Unis, c'est pas la Russie. D'ailleurs, le Pentagone l'a dit encore récemment, c'est la Chine le vrai adversaire. Et si la Chine se décide enfin à passer le pas, parce que la Chine n'arrête pas de faire des montées militaires autour de Taïwan, on n'en parle pas, mais eux, ils continuent, malgré tout. Et bien, que va-t-il se passer? Est-ce que les États-Unis vont vraiment laisser tomber Taïwan et dire « Oh non, on a trop investi en Ukraine ?» Non, non, non. Taïwan, c'est la seconde priorité après Israël, parce que Taïwan, il y a l'usine TSMC, qui est le seul intérêt américain pour Taïwan. Sans l'usine TSMC, Taïwan ne représente rien pour les États-Unis.
Donc, et puis bon, évidemment, Taïwan, c'est un petit peu comme l'Ukraine, il y a une petite position géostratégique intéressante pour les États-Unis, mais c'est TSMC qui compte en réalité pour les États-Unis. Donc que croyez-vous qu'il va advenir de l'Ukraine? Zelensky va être laissé tomber. Il a été laissé tomber déjà depuis 1 an et demi en réalité, hein. Mais ça s'est fait très 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 doucement, très graduellement, hein. Parce que ça fait 1 an et demi que l'Union européenne et les États-Unis donnent de moins en moins de finances et d'armement à l'Ukraine. L'Allemagne, on peut l'oublier au niveau militaire depuis très très longtemps. Et au niveau finance, bon, elle donne de moins en moins, comme tout le monde d'ailleurs. Il y a eu un réveil, un sursaut aux États-Unis avec les 61 milliards, mais est-ce qu'ils seront vraiment donnés à l'Ukraine? Parce que ça, c'est la théorie. En attendant, les États-Unis donnent quelques milliards par-ci, 2 milliards par-là, mais au complexe militaire industriel américain, pas directement à l'Ukraine. C'est l'Union européenne qui donne des milliards à l'Ukraine tous les mois réellement à l'État ukrainien pour que l'État ukrainien fonctionne uniquement. C'est l'Union européenne, vous voyez? Donc Vladimir Poutine a toutes les cartes en main pour l'Ukraine, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et ce n'est qu'une question de temps. Il joue la guerre d'attrition à fond. L'ISW vient de découvrir que la Russie fait une guerre d'attrition. Et bien entendu, Vladimir Poutine va jouer à ça jusqu'au bout. Et quand il n'y aura plus rien en Ukraine, vraiment plus rien, eh bien les 700 000 hommes qu'il a en Ukraine présentement vont se déverser sur l'Ukraine et prendre les oblasts voulus. Et peut-être plus, qui sait? On n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine, nous verrons bien. Et j'arrête là, voilà ce qu'on pouvait dire concernant la conclusion. On va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire, donc on va passer tout de suite aux détails avant d'attaquer le front. Il y a eu une attaque de drone naval ukrainien sur le port de Novorossiysk, donc c'est un port extrêmement important, tout aussi important que celui de Sébastopol. Et les drones navals ukrainiens n'ont plus aucun effet depuis quelques mois maintenant, car les Russes savent très bien s'en débarrasser, comme ils ont pris cher avec les drones navals il y a quelques temps. Bah, évidemment, ils se sont adaptés. Maintenant, les drones navals n'ont plus aucun effet. Là, le point rouge, c'est l'aérodrome de Mirgorod, là où il y a eu 5 Sukhoi 27 détruits, 2 endommagés, 2 Sukhoi 27 qui étaient en réparation et qui ont été endommagés. Là, vers Poltava, on a eu la destruction d'un MiG-29 ainsi que d'un hélicoptère Mi-24 et aussi d'un Sukhoi 25. Les Sukhoi 25, c'est l'équivalent américain du A-10, pour ceux qui veulent savoir à quoi servent les Sukhoi 25. En gros, c'est des avions d'appui typiques, anti-véhicules blindés et anti-tank. Donc maintenant le front, alors sur le sud il ne s'est pas passé grand chose à part que la centrale nucléaire d'Energodar a encore été attaquée, mais petitement. Alors, mais elle a quand même été attaquée vraiment. Donc là, on a la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe qui a fait une demande auprès de l'AIEA afin de reconnaître définitivement que ce sont les Ukrainiens qui attaquent. Et apparemment, contre toute attente, l'AIEA est à 2 doigts de dire que ce sont bien les Ukrainiens qui, depuis le début, attaquent la centrale de Zaporizhzhia ou d'Energodar, comme on voudra. Si jamais l'AIEA finit par céder, depuis le temps, ce serait bien. Et enfin, ça permettrait de remettre les pendules à l'heure sur qui attaque vraiment cette centrale nucléaire. Voilà. Dans la région d'Orerov, beaucoup de combats. Les Russes auraient légèrement avancé, mais ça valait pas le coup de le noter,
autour de Rabotino, mais je n'ai pas noté parce que c'est trop petit pour que ça soit intéressant à noter. Sur Ougledar, l'unique forteresse restante du front, rien de spécial. Les Russes auraient légèrement avancé sur toute cette section, mais pas assez pour que je le note. Pareil, ils auraient légèrement avancé dans cette direction, mais pas assez pour que je le note. Alors ça, c'est la région de Marinka, ici. Par contre, et là où ça va commencer à chauffer, c'est Nevelskié. Les Russes ont bien avancé. Alors, d'après les Russes, ils auraient déjà pris entièrement cette ville. Mais je demande confirmation. Mais en tout cas, la ville est quasiment prise. Donc, j'ai avancé la ligne de front un petit peu. Mais la semaine prochaine, ce sera confirmé. Mais là, beaucoup de rapports russes disent qu'elle est déjà prise. Voilà, donc avancée ici, assez notable. Et alors là, exceptionnellement, j'ai mis les anciennes lignes de front pour vous montrer l'avancée de cette semaine qui est absolument énorme. Donc, dans la zone nord-ouest de Donetsk. Donc, je vous rappelle que là, le but des Russes, c'est de prendre Pokrovsk, ici, dans cette région. C'est pour ça que depuis quelques mois, je l'ai entouré d'un triangle rouge pour vous dire toute l'importance de Pokrovsk, et c'est là que ça chauffe, comme vous pouvez le voir. Vous voyez toutes les épingles rouges là, c'est des avancées russes, cette fois très importantes, et comme par hasard, c'est l'endroit le plus important, avec Pokrovsk et Tchassiviar, donc toute cette région là, donc Donetsk, très important. Donc la grosse avancée, donc ça c'était la semaine dernière, et là vous voyez toutes les avancées. Donc évidemment le but des Russes c'est de prendre Pokrovsk. Une fois qu'ils auront pris Pokrovsk, alors là ça va être un signal extrêmement fort. Pour l'instant le verrou du front le plus important c'est Tchassiviar, et une fois que Tchassiviar sera prise, tout le monde va se pencher sur Pokrovsk. Donc voilà, Pokrovsk, ça va être le nouveau Mariupol, le nouveau Bakhmut, le nouveau Avdiivka, le nouveau Tchassiviar. Voilà, ça sera la suite. D'abord Tchassiviar en tant que verrou, ensuite Pokrovsk. Parce que vous voyez toutes les lignes, là c'est pas les lignes, là c'est les voies routières, mais là on ne le voit pas, mais il y a toutes les voies ferroviaires. Mais regardez toutes les voies routières. Pokrovsk, c'est un nœud logistique extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mois, je vous avais mis un gros triangle rouge. Et là où veulent se diriger les forces russes, ça fait des mois qu'il y a ces flèches. Donc, afin que ça soit plus explicite. Là, ici, grosse avancée russe sur une énorme longueur de front. J'ai mis aussi là les anciennes lignes de front de la semaine dernière pour vous montrer l'avancée énorme russe. Là en particulier sur New York. Bon alors là vous allez me dire comment ça se fait que cette ville ukrainienne s'appelle New York. C'est Poroshenko en 2017 qui a décidé de renommer cette ville pour donner un petit côté occidental, parce que Poroshenko est un anti-russe à fond, et c'est lui qui disait à la télé ukrainienne que les Ukrainiens de l'Est n'étaient moins que rien et qu'ils ne méritaient que de vivre dans leur cave. Voilà, donc ça vous donne l'idée de l'homme. Donc Poroshenko, qui a été mis là par les États-Unis en chassant l'ancien président ukrainien qui était pro-russe, Yanukovych. Donc bref, il a nommé New York, voilà, histoire de dire, regardez, je suis un occidental, vous avez vu, bon ça c'est moi qui dis ça, mais vous voyez le ridicule du personnage,
Et voilà, donc sachant que la ville s'appelait Novgorod, bien évidemment, et New York, c'est la traduction anglaise de Novgorod, c'est-à-dire nouvelle ville. Bref, énorme avancée russe, d'où les épingles rouges. Là aussi, énorme avancée russe, comme vous pouvez le voir. Alors là, j'ai entouré Toretsk, parce que c'est un petit endroit important. Voilà, tout ça, toute cette agglomération là, les Russes vont bientôt la prendre. Toretsk est très important, il y a une ligne d'approvisionnement ici importante et c'est sur des hauteurs ici. Là, c'est des hauteurs. Donc là, les Russes s'emparent des hauteurs, ça va être assez facile pour eux de prendre Toretsk. Mais j'ai envie de vous dire, tout est assez facile sur tout le front maintenant pour les Russes, à part dans le sud, dans la région de Kherson et de Zaporozhye, où les Russes sont en pure défense parce que eux, ce qui compte, c'est de percer le milieu est de l'Ukraine, comme vous pouvez le voir, là où il y a toutes les épingles rouges. Vous avez vu que c'est ici que les Russes se concentrent. Donc comme ils concentrent leurs forces ici, et bien dans tout le sud et ce côté nord-ci, ils sont en défense pure. Alors j'exagère en disant défense pure. Dans le nord, ils sont en défense agressive. Par contre, ici, Vuhledar jusqu'en bas, Kherson, ils sont en défense pure. Ça, c'est certain. Bon, revenons sur le front. Donc, grosse avancée russe ici. Maintenant, parlons de Tchassivyar. Tchassivyar a été débloqué par les Russes. Là, il s'appuie donc sur ce petit canal que donc ici, sous cette zone-là, les Ukrainiens l'appellent le micro-district. Allez savoir pourquoi ils appellent ça le micro-district. Et donc là, vous voyez le canal. Donc voilà, ce canal-là. Et donc les Russes se sont appuyés sur ce canal. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc ils ont fait une grosse avancée d'un coup. Tchassivyar va évidemment très très bientôt tomber, puisque là, les Ukrainiens ont fait une retraite, comme je vous l'ai montré dans l'article ukrainien. Donc les Ukrainiens ont fait une retraite, donc ils vont bientôt quitter la ville. Tchassivyar, gros verrou qui permettrait aux Russes, une fois Tchassivyar tombé, de remonter comme ça et de prendre Kramatorsk et Slaviansk. Une fois que Kramatorsk sera prise, et ça fait plus de 2 ans que je vous le dis, je vous ai dit Graal des Russes, et pour moi, je dis bien, quand Kramatorsk sera prise, ça signera la fin de l'Ukraine, puisque Kramatorsk est une ville extrêmement importante, qui est, comme vous pouvez le voir, un nœud logistique absolument énorme. Donc ça c'est une grosse ville. Attention, on parle de grosse ville. Donc c'est une ville à l'image, on va dire, l'équivalent Mariupol à peu près. Donc ça, ce serait un gros coup, parce que une fois que Kramatorsk sera tombé, Slaviansk, qui a quasiment aucune protection à Slaviansk, Kramatorsk, qui a presque rien du tout, toutes les forces ukrainiennes ont été concentrées là. C'est même pas une forteresse. Voilà. Sur Sivelsk, rien du tout. Alors je rappelle, oui, que les points rouges que vous voyez comme ça, c'est des zones de combat intenses. Là, ici, sur Makivka, les Russes ont fait une légère avance, puisque les lignes étaient ici, ils ont fait une légère avance dans la ville. Makivka va bientôt tomber. Maintenant, dans le nord, que peut-on dire? Les Russes n'avancent pas vraiment. Alors, quand je dis n'avancent pas vraiment, c'est de manière notable. Donc, je ne bouge même pas les lignes de front, c'est quelques dizaines de mètres par jour. Là, ils sont vraiment en défense. Je vous rappelle, parce que ça fait des mois que je vous rappelle que ici, et d'après l'état-major ukrainien, il y aurait entre 120 000 et 130 000 hommes qui attendent depuis, on peut le dire maintenant, depuis un an. Ça fait à peu près un an
que rien ne se passe. Et avant, il y avait 80 000 hommes, 90 000, 110 000, 120 000, 130 000. Maintenant, ça ne bouge plus, il n'y a plus de garnison qui arrive. Donc c'est terminé ici. Je vous rappelle qu'au début, je vous disais que je ne savais pas pourquoi il ne se passait rien. Et en fait, j'ai appris que ça devenait une énorme zone de formation. Et donc là, ça fait presque un an que les Bleus ont été formés. Les Bleus arrivaient sur Mélitopol, la formation était ici. Maintenant, la formation principale est là. Voilà. Donc dans une zone que les Russes considèrent comme assez sûre, mais avec un peu de guerroiement quand même suffisamment pour entraîner les hommes. Il y a énormément de rotation ici au niveau des forces russes. Ça va, ça vient, mais c'est fait exprès. Hein. C'est pour avoir une zone de formation, de guerre en temps réel, bien sûr, mais avec les réalités du terrain. Voilà, donc un nouveau style de formation russe qui est au plus proche du terrain. Donc je suppose que quand tout sera fini, tous ces hommes vont arriver parfaitement entraînés et tomber comme ça et peut-être aller vers le sud, je ne le sais pas, nous verrons bien. Pour moi, c'est ici que la grosse offensive va démarrer, mais ce ne reste que mon humble avis. Alors, là où ça a bougé aussi, c'est sur Vovchansk. Alors, Vovchansk, j'hésitais à bouger les lignes de front parce que j'attendais confirmation. J'avais beaucoup de rapports russes qui disaient oui, ils ont pris 2 citadelles. Là, il y a 2 citadelles, donc des grands immeubles où il y avait des forces armées ukrainiennes qui résistaient énormément, puisque c'était des citadelles en termes militaires pour les Russes, tout du moins. Et ils viennent de prendre ces 2 citadelles, c'est-à-dire ces 2 immeubles. Donc là, ils ont fait une petite avancée de quelques centaines de mètres dans Vovchansk en prenant ces 2 citadelles. D'après les Russes, je dis bien d'après les Russes, c'était les 2 mini-forteresses au sein de Vovchansk qui viennent d'être prises aux mains des Russes. Donc là, Vovchansk, en toute logique, devrait très vite tomber malgré d'énormes renforts qui avaient été donnés par les Ukrainiens. Je dis bien qui avaient été donnés car c'est fini. C'est fini. Donc là, il n'y a plus de renforts qui arrivent sur Vovchansk aux dernières nouvelles d'après les rapports russes. Donc, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tous les cas, ils avaient envoyé leur meilleure brigade mécanisée ici, qui se sont fait copieusement détruire. Et je vous rappelle qu'une brigade est venue et a fui. Voilà, j'ai dit ça comme ça. Donc sur Vovchansk, les Russes ont avancé et ont pris 2 citadelles très importante puisque c'était là où les Ukrainiens résistaient vraiment. Donc ça, c'était l'information la plus importante du Nord, c'était à noter. Sur Lipsi, rien de spécial. Et j'ai envie de vous dire, c'est là qu'il y avait le plus de troupes par rapport à Vovchansk envoyées par les Ukrainiens. Et là, la grosse information, c'est que là, il n'y a plus, alors comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'hommes envoyés ici, donc ils font avec ceux qui sont sur place. Et en fait, les troupes ont été redéployées, ceux qui devaient aller au nord ont été redéployés vers le sud, quoi. Quand je dis vers le sud, dans la région ici de Donetsk, là où ça chauffe le plus, parce que évidemment, les Russes sont en train de faire une petite percée ici, dans toute cette région-là, et Kramatorsk et Pokrovsk vont tomber, ainsi que Chassivyar. Donc Kiev est en panique, donc les troupes qui devaient être envoyées au nord sont envoyées ici. Voilà, pour empêcher les Russes. Ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font, parce que bien évidemment, ils vont échouer. C'est inévitable. Il n'y a strictement aucun suspense. Alors, autre petit événement, mais bon, c'est un petit événement. J'ai mis une petite épingle ici, mais en fait, elle est mal placée. Alors, cette épingle d'un nouveau genre devrait être ici. Elle est mal placée. D'ailleurs, allez hop, je l'enlève. C'est pour vous dire que ici, il y a une petite avancée russe
de 4 km de large pour 2 km de profondeur. Alors ça, c'est ce que j'appelle des attaques de diversion. Donc ils ont quand même pris une petite ville, hein, quand même, et ils ont fait une petite attaque que moi j'appelle de diversion, à l'image de celle plus au nord qui avait été faite par les Tchétchènes. C'est pour ça que j'ai mis cette nouvelle épingle. Pour moi, ce sont des prises de diversion. Là, ils avaient pris une petite ville, les Tchétchènes. Mais bon, ça s'est arrêté là, hein. Ils n'ont pas avancé. Là, ils gardent leur zone, hein, mais vite fait. J'ai pas vu de renfort ici, hein. Il n'y a pas de renfort ici. Je pensais qu'ils allaient en profiter un petit peu, mais apparemment non. Et là, ça vient de sortir. Ça date de cette semaine. C'est pour moi de la diversion, toujours pour leurrer les Ukrainiens, d'après moi. Donc ça veut dire que les Ukrainiens vont être obligés d'envoyer des troupes. Mais comme je vous l'ai dit, le gros a été envoyé dans la zone centre-est, vers Donetsk. Donc ils sont obligés d'en envoyer, mais ils vont en envoyer très peu parce qu'ils n'ont plus rien. C'est aussi simple que cela. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.